Bonjour, bienvenue dans ce webinaire. J'attends un peu que vous vous installiez. Je vais reprendre, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, qui essaye d'aller au fond des choses et à donner les tuyaux pour réussir un interview. Car c'est cela dont il s'agit. Il s'agit d'une rencontre entre vos compétences et une entreprise par l'intermédiaire d'un décideur. Et reprenons le programme général de façon synthétique, en éliminant la complexité. L'idée de ce programme, qui résultait de mon travail de chasseur de tête, que je continue et que je vois tous les matins, l'idée c'est de conseiller des personnes qui sont désireuses de changer de poste, qu'elles soient au chômage ou non. Les motivations peuvent être diverses. Leur donner un plan efficace qui évite d'aller dans des routes de droite et de gauche et des options qui font perdre du temps. Et surtout qui désorientent et qui démotivent. Parce que si on ne va pas dans les bonnes directions, ça dure, et donc on n'aboutit pas à grand-chose. Donc ce plan est limité, et il faut qu'il soit limité à 5 étapes. La première étape, pour des gens comme vous avez une bonne connaissance de qui vous êtes, mais vous pouvez vous réorienter, faire une synthèse, en prendre conscience davantage et affiner ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Le self-assessment en anglais, c'est la base de tout ciblage et de toute recherche de poste idéal. Alors, au cours de cette auto-évaluation, si vous commencez, je vous en déclare la plus grande importance, car c'est en fonction de l'auto-évaluation que vous allez déterminer votre destin professionnel. Il faut savoir ce que vous savez vraiment faire, que vous aimez faire, la personnalité, l'environnement que vous désirez, dans quel écosystème voulez-vous vivre sur le plan managérial, pour aboutir à ce qu'on appelle un accomplissement ou un épanouissement, le degré d'autonomie que vous désirez, le genre de supérieur avec qui vous entendez bien, les valeurs de l'entreprise, etc. Donc on a abordé ce sujet à plusieurs reprises. Mais l'auto-évaluation est la base de la phase 2, qui est le ciblage. Le ciblage, c'est déterminer les secteurs, les pays, les géographies, les lieux. Il faut même peut-être commencer par la géographie pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Si vous voulez vivre dans une province particulière, eh bien, il faut le dire. Si vous êtes flexible sur ce sujet, il faut vraiment réfléchir et poser la question sur le plan familial. Une fois que vous avez déterminé vos 20, 30, 40 cibles d'entreprises qui vous plaisent et que vous aimeriez rejoindre au niveau que vous avez choisi, il faut les approcher. Pour les approcher, il y a une multitude de solutions. S'approcher au téléphone, les approcher par des intermédiaires, se faire introduire, faire du réseau. Nous recommandons le réseau parce que 80% des succès de recherche de job viennent à partir du réseau, c'est-à-dire ne viennent pas par les chasseurs de tête, ne viennent pas par les annonces. On peut essayer, mais ça représente 20%, les annonces et les chasseurs de tête. Alors que le réseau, vous allez sur LinkedIn, vous avez identifié le décideur dans une entreprise qui vous plaît, vous le contactez parce que vous pensez que cette entreprise pourrait avoir besoin de quelqu'un comme vous. Si vous obtenez un rendez-vous, vous avez une chance de succès. S'il n'y a pas de rendez-vous, vous passez à autre chose. Les outils dont vous avez besoin
évolue dans le temps. Vous avez d'abord besoin en permanence d'une page LinkedIn que vous cherchiez ou pas, qui indique qui vous êtes, quels sont vos points forts, quelles sont votre expérience, les réalisations que vous avez accomplies. Ça ne veut pas dire que vous cherchez du travail, ça veut dire qu'il faut à tout moment être visible. Et puis, à partir du moment où vous êtes intéressé à changer de poste, il faut que vous l'indiquiez, que vous ayez des références, des adresses, un curriculum vitae disponible qui donne vos réalisations et ceux qui vous caractérisent vraiment. Il y a d'autres outils. On pourra aller dans le détail. Si on vous introduit dans un poste par un ami, vous ne donnez pas tout de suite votre CV, vous donnez une biographie, ce qui est plus soft, ce qui est plus cool, comme on dit. Vous pouvez donner également une vidéo. C'est original, qui indique les entreprises où vous avez été, l'environnement, le genre de travail que vous avez pu faire. Il y a diverses méthodes. La meilleure méthode, c'est de se faire recommander et d'utiliser le réseau d'intermédiaires, car ça fait une pression moindre sur le décideur qui fait votre connaissance dans un contexte plus sympathique, moins dans le contexte binaire de recruter ou pas recruter. Si vous êtes dans un contexte amical, vous discutez, vous parlez de l'entreprise, et puis peut-être, graduellement, il sera attiré par votre candidature, et on passera à la phase plus précise de l'interview. Et enfin, vous avez l'interview, ce dont on va parler aujourd'hui. La plupart des gens se font une idée fausse de l'interview. Et nous allons examiner les erreurs que commettent les uns les autres et quelles sont les leçons à retenir. Alors le sujet que j'avais adopté pour aujourd'hui, après cette introduction sur notre activité, c'est l'interview gagnant. Pourquoi y a-t-il des interviews qui marchent et d'autres qui ne marchent pas? La réponse à cette question est multiple. Ça ne marche pas parce que vous n'auriez pas dû être candidat peut-être. Vous n'avez pas le niveau de compétence, vous avez mal lu la définition de fonction, votre expérience ne correspond pas, ça c'est éliminatoire. Ça veut dire que c'était une erreur. Beaucoup de gens la commettent en disant ça peut toujours marcher. La personnalité joue un très grand rôle. La réactivité, l'écoute, le degré d'implication sur les problèmes. Mais il existe des techniques qui permettent d'améliorer considérablement vos chances d'obtenir un poste. À l'occasion de l'interview, il faut commencer à travailler sur l'avenir et non pas sur le passé. J'entends par là qu'on va vous poser des questions sur votre passé. Mais votre passé, c'est votre passé. C'était dans un contexte différent. C'est pas convaincant, en fait. Bien que l'interview est en majorité là-dessus. Il faudra à ce moment-là que vous interveniez, que vous contrôliez la conversation pour ramener l'entretien à ce que vous pourriez faire dans le contexte actuel de l'entreprise et le proche avenir. C'est comme cela que vous intéressez votre interlocuteur, même s'il ne le fait pas. Et donc, graduellement, vous allez parler de l'entreprise, poser des questions, proposer des actions que peut-être l'entreprise n'avait pas envisagées. Et à ce moment-là, c'est très original. Vous avez une véritable conversation.
l'objectif étant qu'à la fin de l'entretien, le décisionnaire arrive à convaincre l'entreprise qu'il est la seule solution à son problème. Alors ça a l'air simple, mais en fait c'est ce qui est le plus complexe, car il faut prendre les problèmes de l'entreprise, montrer comment dans le passé on a résolu tel problème et aborder des solutions de façon concrète et exposer comment vous êtes la solution. Alors nous allons commencer par la description du monde dans lequel nous sommes. La plupart des personnes qui passent un interview raisonnent en fonction du passé, quand ils étaient étudiants, qu'ils ont pris leur premier poste. On était à ce moment-là, il y a 20 ans, on vivait dans un autre monde, qui était le monde du XXe siècle, où il y avait un univers productiviste, clair, vous vendiez vos compétences, vous entriez dans une entreprise, en principe pour y rester très longtemps, pas nécessairement une vie, mais enfin, c'était un engagement. Tout ceci a complètement changé. À l'heure actuelle, il faut que vous vous adaptiez au monde d'aujourd'hui et que vous oubliez le monde d'il y a 20 ans. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas l'entreprise qui va gérer votre carrière, c'est vous qui vous en occupez. Vous devez vous occuper de vous-même. Il n'y a pas de... Si vous ne vous occupez pas de vous-même, personne ne va s'en occuper. La loyauté qui existait autrefois dans certaines entreprises, peut-être paternaliste, peut-être familiale, en tout cas, cette loyauté supposait un contrat indéfini de recrutement. Ce n'est plus le cas. On est désormais dans des missions temporaires. C'est comme cela qu'il faut raisonner. Même si vous êtes très sûr dans votre entreprise, il faut considérer qu'il faut un plan B pour le cas où un fonds d'investissement, une fusion, un événement que vous ne contrôlez pas se produisent et où votre poste serait supprimé. Il existe des conseils en orientation ou des coachs de carrière. C'est excellent s'ils sont excellents, mais moi-même, je suis coach de carrière et j'ai pu constater, dans grand nombre de cas, que ce sont des psychologues qui essayent de tester vos compétences et de projeter vers l'avenir. C'est très utile, ça peut vous donner des informations, mais c'est généralement assez faible. Il faut que vous ayez des amis dans les affaires qui vous conseillent et vous orientent graduellement vers les postes intéressants qui ont plusieurs caractéristiques, ces postes. Ce sont des postes où il y a un besoin, ce besoin correspond à vos compétences et vous arrivez à le communiquer avec le décideur. Si vous suivez cette chaîne, c'est gagnant. Le vrai problème se pose pour les personnes qui sont à mi-carrière, entre 40 et 60 ans. Un grand nombre de cadres dirigeants changent de poste ou sont amenés à revoir leur orientation de carrière et ils sont un peu désorientés. Ils sont un peu inquiets, ils ressentent un malaise. Il ne faut pas. Il faut à ce moment-là bien être clair avec soi-même sur quel est votre plan. Une des caractéristiques du monde d'aujourd'hui, c'est que tous les CV se ressemblent. Un dirigeant qui reçoit un CV, il le regarde environ 6 secondes, pas plus. C'est ce qu'on a pu constater. Bon. Dans certains cas, s'il est passionnant, il passe 3 minutes, 5 minutes. Il faut que vous soyez dans la catégorie du CV qu'on retient. Donc il faut être original,
Il faut parler, que ça parle aux décideurs. Et pour que ça parle aux décideurs, il faut toucher son problème et la solution que vous apportez. On a remarqué aussi, aujourd'hui, ce ne sont pas les réponses qui déterminent le jugement des décideurs. Il ne va pas juger en fonction de vos réponses, il va juger en fonction des questions que vous avez posées. Il faut être prêt à poser des questions intelligentes. La pire chose, c'est de dire non. On vous dit, est-ce que vous devriez poser d'autres questions? Vous dites non, je suis au courant, je suis très content. Ça, c'est une erreur capitale. Il faut préparer son interview, car le décideur s'attend à ce que vous ayez une bonne connaissance de l'entreprise dans laquelle vous passez un interview. Et puis, il y a un certain nombre de tuyaux aujourd'hui qu'il faut développer. C'est comment contrôler la conversation. Et comment s'assurer que vous ne passez pas 90% à ressasser les expériences passées et 10% à parler de l'avenir. C'est l'inverse qu'il faut faire. Une fois cette analyse du monde d'aujourd'hui acceptée, vous voyez qu'il faut à tout moment avoir un plan B pour le cas où votre entreprise se séparerait de vos services. Et puis à partir de ce jour-là, il faut éviter les erreurs criantes qui résultent du passé et que nous allons examiner ensemble. Si vous ressentez des difficultés avec le monde d'aujourd'hui, je suis là pour les régler. Mais n'hésitez pas à communiquer avec moi. Nous allons examiner maintenant les erreurs qui sont commises communément. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans certaines de ces erreurs. Pour moi, la pire erreur, c'est de ne pas avoir fait assez de recherches sur les personnes et l'entreprise qui vous interviewent. C'est d'arriver sans connaître les produits, sans connaître les bilans, sans avoir regardé la fiche Internet, le website, sans avoir fait le travail de recherche. On ne passe pas un interview aujourd'hui sans connaître bien déjà un peu l'entreprise. Certains vont même aux États-Unis à faire des fiches d'interview en indiquant comment eux pourraient, dans le cadre de la nouvelle entreprise, résoudre des problèmes. Et ils remettent une note carrément à l'entreprise en question, qui est ravie. Au contraire, ça ne se pratique pas, et par conséquent, celui qui le pratique a un avantage de supériorité. On se souvient de lui, on se souvient des idées originales qu'il avait sur ce qu'on pouvait faire, ce que lui pouvait faire dans votre entreprise, et même s'ils ne retiennent pas ces idées, ils sont épatés. Une erreur assez classique, c'est de parler de choses et d'autres, de se laisser entraîner dans des questions-réponses, souvent oiseuses, et de ne pas répondre au fondamental. Le fondamental, c'est de convaincre votre interlocuteur que vous êtes la solution. C'est donc l'erreur type, c'est d'oublier de parler des deux choses que vous savez vraiment faire et de justifier de façon concrète cette compétence. On parle de choses et d'autres, puis on se retrouve dans la rue, et on se dit, mais j'ai oublié de lui dire que j'étais un spécialiste de ceci ou cela. Même si vous écrivez une lettre, ça fait une mauvaise impression. Il faut
avoir en tête les 2, 3 priorités que vous voulez indiquer de vos compétences pour faire tilt pendant l'entretien et de ne pas oublier d'en parler. Ça semble basique, mais combien de fois les gens oublient cela? Une autre erreur que je suis sûr vous connaissez, c'est de faire un CV neutre. Vous décrivez chronologiquement vos expériences, vos jobs, depuis le moment où vous avez quitté l'école, et après le baccalauréat, et vous arrivez à aujourd'hui. C'est sans intérêt. C'est une chronologie que l'interlocuteur regarde, mais il n'en retire aucune information vitale. Le CV doit inclure la description de vos principales réalisations, surtout celles qui correspondent à l'interview que vous êtes en train de passer. Une autre erreur, c'est de ne pas avoir l'écoute qu'il faut, parce que quelqu'un qui n'écoute pas ne peut pas être un manager. Je ne parle pas des erreurs d'habillement ou des erreurs, des tics que l'on a, de se manger les ongles, ou d'être nerveux, ou d'être en retard, c'est arrivé. Il faut respecter les règles de toute communication, c'est-à-dire écouter et répondre directement sur le cœur du sujet, parler de l'avenir. Alors il y en a qui croient intelligents quand on leur pose la question, avez-vous d'autres questions aujourd'hui sur notre société, de dire non, ça va, j'ai bien étudié votre société, je la connais. Et ça, c'est perdre l'option de briller, car vos questions, c'est ce qui vous fait briller. Il faut leur parler de leur future stratégie, des difficultés qu'ils ont pu avoir dans tel produit, etc. De parler de l'essentiel de la vie de l'entreprise. Donc, poser les questions essentielles. Le reste, c'est du bon sens et d'établir un rapport humain agréable avec le décideur. Abordons maintenant un point important qui est la stratégie erronée de recherche de job qui aboutit au niveau de l'interview à un grand désordre des questions-réponses. La première erreur, c'est de s'adresser à des entreprises qui ne correspondent pas à vos compétences ou à des secteurs que vous n'aimez pas particulièrement. On vous interviewe parce qu'on croit que vous êtes compétent et intéressé par ce secteur, alors que fondamentalement, ce n'est pas ce qui vous plaît le plus. Il faut savoir décliner. Pour moi, la principale erreur, c'est de ne pas savoir réseauter. Alors, réseauter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est utiliser le réseau, c'est identifier une trentaine, une quarantaine de dirigeants qui ont des problèmes que vous estimez être une entreprise à votre goût et où vous pourriez réussir. Ne pas savoir approcher ces gens-là est une grave erreur. On peut les approcher en ayant des introductions ou de façon directe par un email sur LinkedIn ou en envoyant un mail et en suivant la chose avec un secrétariat. On croit que les décideurs sont ennuyés par les appels téléphoniques et par les sollicitations pour un job. C'est faux. Ils trouvent ça très bien. Ça valorise qui ils sont. Il faut apprendre à réseauter, à travailler avec le réseau en souplesse. Il faut le faire dès le début de votre carrière,
et ne pas se trouver à un moment donné en ayant besoin d'un réseau qu'on n'a pas su cultiver. Alors les questions, on arrive à la question, je le dis tout à l'heure, on vous jugera non pas sur vos réponses, mais plutôt sur les questions que vous allez poser. Celui qui pose la question la plus intelligente, on se souvient. Vous, vous avez demandé à quelqu'un, avez-vous envisagé telle solution, ou avez-vous envisagé une acquisition, si ce n'est pas confidentiel, j'ai lu un article tel sujet. Il faut parler stratégie, il faut ne pas hésiter d'aborder des problèmes difficiles de l'entreprise de façon intelligente. Alors les questions intelligentes, j'en ai mis de côté autant que vous voulez, j'en ai mis de côté une trentaine, je ne vais pas toutes vous les lire, mais quand j'en aurai lu 3 ou 4, vous verrez l'esprit dans lequel ça se prépare. Et puis ça, vous ne pouvez pas improviser. Il faut que vous ayez en tête quelques questions intelligentes qui vont tout de suite vous positionner au bon niveau. Par exemple, vous pouvez poser la question sur vos responsabilités, sur le reporting, sur la façon dont les prédécesseurs dans ce poste ont réussi. Vous pouvez très bien poser cette question. Également, une question intelligente qu'il faut poser, c'est comment allez-vous évaluer ma performance? À quelle date? Quelle régularité? Qui va le faire? Question normale, une question qu'on ne pose souvent pas. Quel est le style de gestion des cadres? Comment gère-t-on les cadres? Quels sont les rapports entre le président et l'encadrement? Quel est le degré de familiarité? Est-ce qu'il y a des contacts informels, faciles? C'est des questions qu'il faut savoir poser, des questions d'environnement. Les questions de stratégie sont évidentes, hein, sur les produits, sur les perspectives de l'entreprise. Ça, je suis sûr que vous en avez en tête, mais il faut poser les 2-3 meilleurs. Quelle est ma limite de mon autorité? Je crois que c'est important pour éviter des malentendus par la suite. Quel degré d'autonomie aurais-je en matière de recrutement, de décision sur les gens? Alors, parfois, on limite les questions. Quels sont vos objectifs à long terme? Ensuite, on vous pose des questions, souvent sur les raisons de votre départ, mais vous pouvez poser des questions. Combien y a-t-il eu de titulaires dans ce poste dans les 5 dernières années ou les 3 dernières années? Pourquoi sont-ils partis? Vous pouvez même poser des questions du genre, est-ce que vous estimez que je suis qualifié par rapport aux autres candidats que vous avez vus? Et quels sont les points qui posent problème, s'il y en a? Est-ce que, est-ce que vous me considérez comme un candidat sérieux? Alors, il y a une chose sur laquelle je reviendrai par la suite, c'est de contrôler l'entretien. Et à la fin, de ne jamais, jamais, jamais quitter un entretien sans qu'il y ait un planning de suivi. Vous posez la question, vous dites voilà, nous nous sommes vus, vous allez voir peut-être d'autres candidats. Quelle est la date à laquelle vous allez m'informer ou sur la suite à donner à cette candidature? Ou est-ce que je peux vous rappeler d'ici 15 jours pour obtenir des renseignements et avoir un entretien avec vous sur ma candidature? Je crois que c'est très important à ce moment-là.
vous lui demandez l'autorisation de vous rappeler. J'ai indiqué quelle voie il fallait suivre dans l'interview. Mais il y a des méthodes qu'il faut suivre. Et la méthode pour accompagner un interview, c'est de se poser la question, quelle réponse vais-je donner aux questions pièges? Alors, comme il peut y en avoir 200, il y a un module qui est consacré à une centaine de questions pièges que je donne, mais il pourrait y en avoir 200. Elles se ramènent toutes à 5, ces questions. Donc, il faut vous préparer à avoir une réponse à ces 5 questions. Et c'est fait de façon différente, avec des langages plus ou moins hypocrites, les gens ne sont pas très directs, c'est normal. Par exemple, la question type, ouverte, c'est parlez-moi de vous. Il faut que vous ayez une réponse toute prête. Il ne faut pas que vous ayez, vous bafouillez, j'ai été étudiant, j'ai fait d'abord du droit, puis ensuite j'ai fait de ceci, cela. Non, il faut que vous ayez une réponse prête, intelligente à la question, parlez-moi de vous. La deuxième question type, qui se décline, c'est pourquoi désirez-vous entrer chez nous? Ils veulent savoir. Et souvent, on n'a pas de réponse. Parce qu'on est entraîné dans une mécanique de recherche de job et on veut entrer partout. Et c'est faux. On ne veut pas rentrer partout. En réalité, on a fait un profil type de l'entreprise que l'on recherche et il faut montrer comment cette entreprise-là rentre dans votre profil et comment vous pouvez contribuer justement à apporter des solutions à cette entreprise-là. Et ça, ça se prépare. Ensuite, on vous demandera des questions sous une forme plus ou moins édulcorée sur les circonstances de votre départ de l'autre entreprise, qui ne sont pas toujours très agréables. Alors, il faut savoir ce qu'on va dire. Et donc, il faut la préparer. Les questions de salaire, il ne faut pas être pris au dépourvu. Si on vous pose la question, quel est votre salaire? Vous pouvez le donner, bien sûr. Mais il faut déjà être prêt à la négociation. On va vous faire une proposition, par exemple, on va renier au maximum les chiffres qui vous sont proposés. Et la première offre n'est pas toujours la meilleure. Donc il faut parler des rémunérations, avantages en nature ou autres, les bonus de fin d'année de performance, qui les détermine, etc. Donc il faut que vous soyez prêt à répondre aux questions pièges, que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Alors, ce qui va vous faire réussir en interview, on croit que c'est le meilleur qui obtient le job. Et très souvent, on constate que ce n'est pas le meilleur, mais c'est celui qui est le mieux préparé. Faites attention et réfléchissez bien à cette notion. Soyez le mieux préparé du monde, comme ça, vous n'aurez manqué aucune option de réussir. Les diplômes sont un début, mais ce n'est pas le but. La deuxième offre n'est jamais la première offre faite par un client n'est jamais la bonne. On va vous faire une première proposition qui peut-être ne vous conviendra pas. Il faut être prêt et connaître à l'avance la contre-proposition que vous ferez. Le réseau étant 80% du succès,
C'est le réseautage, c'est les contacts, c'est rencontrer du monde qu'il faut faire. C'est indispensable. Il faut que vous soyez proactif et que vous n'ayez pas la moindre attente d'aide du, du monde extérieur à votre propre recherche. Il faut que vous soyez égoïste, que vous pensiez à vous, que vous identifiez les sociétés, vous les approchez de façon linéaire, sans pitié, car c'est comme ça seulement que vous aurez retrouvé votre poste. Je ne vais pas entrer dans le détail des stratégies de carrière, car je suppose que c'est résolu pour vous. Alors, un point très important, c'est le mindset du gagnant. Le gagnant, je vais regarder l'heure, parce qu'on n'a pas énormément de temps. Le gagnant, surtout s'il est un dirigeant déjà expérimenté, est hanté par son passé. Quelle est l'attitude qu'il doit avoir? Il faut surtout éviter d'arriver avec l'ego de son passé dans une entreprise où il était le patron. Là, il se présente dans une entreprise, il n'est plus le patron, il faut qu'il se soit adapté à son nouveau rôle. Il faut qu'il comprenne que pour le recrutement des dirigeants, ça met beaucoup plus longtemps, ça met 5-6 mois. Souvent, un problème de rémunération se pose. Il faut pouvoir avoir le sens de la négociation et peut-être mettre en revenu variable ce qui auparavant était en revenu fixe. Il faut savoir gérer son image. Les challenges qui se présentent aux chefs d'entreprise évoluent. À l'heure actuelle, le chef d'entreprise le plus recherché, ou le chef de division, ou le chef de département, à tous les niveaux, c'est quelqu'un qui est international, qui se forme régulièrement, qui n'est pas figé dans ses études passées, qui travaille avec des équipes, qui est empathique, qui parle au moins quelques langues. Il faut que son image soit basée sur une écoute approfondie de l'environnement pour pouvoir être un peu caméléon. Le danger qui se produit, c'est de ne pas écouter les réponses. On donne la bonne réponse et on n'écoute pas la réaction et on ne regarde pas le body language, vous voyez, le langage corporel. Est-ce que les gens adhèrent à ce que vous dites? Est-ce qu'ils ne sont pas figés dans un schéma qui n'est plus le vôtre? Très dangereux. En conclusion, il y a un challenge énorme pour vous lors d'un interview. Ce challenge, il est remédié par une recherche intense de tous les aspects de l'entreprise et par la proposition que vous allez faire de collaboration. Vous allez intervenir davantage et ne pas subir juste un entretien vaseux dans lequel on vous donnera une description de fonction et on vous demandera si vous correspondez. Non, il faut avoir un entretien sur des aspects de l'entreprise et où vous proposerez des solutions pour l'avenir. Le système d'évaluation est fondé sur 3 critères. Avez-vous les compétences? Généralement, vous les avez, sinon vous n'aurez pas répondu.
Est-ce que vous correspondez à la culture de l'entreprise? Vous le savez très rapidement. Et troisièmement, est-ce que les gens vous plaisent? Est-ce que le patron va correspondre? C'est pour ça qu'il faut poser des questions sur son style de gestion. Il faut parler des limites de son pouvoir. Il faut voir si vous serez épanoui avec les 8 critères de l'épanouissement que j'ai donnés dans une réunion précédente. Nous allons maintenant passer à la liste des questions qui ont été posées. J'ai reçu des questions. Je crois que ça peut intéresser tout le monde, car c'est très amusant. C'est presque sur les mêmes sujets. Yves me pose une question. Quel conseil pouvez-vous me donner si je n'ai pas reçu de nouvelles du recruteur? Bon, je vais y répondre de deux façons. Normalement, on ne doit pas vous poser cette question parce que vous aurez, lors de la clôture de l'entretien, indiqué, en posant la question à l'interlocuteur, dans quel délai allez-vous répondre, qu'est-ce qui est raisonnable pour moi comme date pour vous rappeler, et vous convenez que vous allez le rappeler dans les 15 jours. Et vous obtenez son accord préalable sur un coup de téléphone dans les 15 jours qui suivent. Ça vous donne déjà, ça bloque toute possibilité de se trouver dans cette situation. Mais la deuxième partie de ma réponse, c'est, supposons que vous vous trouviez dans cette situation, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas reçu de nouvelles et que vous n'avez pas pris de rendez-vous mental ou téléphonique pour avoir un retour à une date donnée, avant une date donnée, eh bien vous allez l'appeler ou lui écrire, mais le mieux c'est de l'appeler et de laisser un message en indiquant vous continuez vos recherches, le poste m'a intéressé, j'aimerais m'entretenir avec vous sur les chances de succès de ma candidature. Et vous posez la question de façon claire et nette. On est dans un monde de clarté à l'heure actuelle. Et si les gens ne sont pas prêts à répondre de façon claire et sont dans l'ambiguïté, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Et d'ailleurs, vous aurez un accueil positif. Il vous dira peut-être, nous n'avons rien décidé, on se rappelle dans 3 semaines. C'est possible. Et c'est possible que ce soit justifié. Mais le conseil que je donne, c'est de prévoir, dans l'entretien de recrutement, au moment de la clôture, un planning du feedback. Alors Clément me pose une question, si je n'avance pas dans ma recherche de job et que les rendez-vous ne viennent pas, que faire? Alors il s'agit de distinguer si on a fait ce qu'il fallait, si on a approché tout le monde, toutes les cibles qu'on voulait, si les interviews sont bien passées et que ça n'avance pas, il faut changer peut-être son fusil d'épaule. C'est à vous d'en juger. Vous changez de plan, vous changez de géographie, vous changez de niveau de fonction, vous changez de niveau de rémunération, vous vous adaptez. Et si les rendez-vous ne viennent pas, il faut faire un changement radical. Je ne parle pas de créer votre propre entreprise, ce qui est d'ailleurs une solution, mais si vous n'avez pas de plan, d'idée pour créer une entreprise, c'est difficile. Mais si vous n'obtenez pas de rendez-vous, de solution, vous changez complètement de secteur. Ça, je crois que vous changez de plan et vous redémarrez de zéro parce que vous ne pouvez pas indéfiniment développer une solution qui ne génère pas de rendez-vous. Le critère, c'est les rendez-vous. Si vous n'avez pas de rendez-vous, c'est que vous n'êtes pas estimé comme une solution urgente à un problème de quelqu'un. Et à ce moment-là, il faut se poser des questions.
Ce qui marche, c'est d'identifier les problèmes des entreprises en lisant des revues professionnelles, en ayant une bonne connaissance de vos anciens concurrents, en voyant des anciens employés qui sont maintenant dans des sociétés concurrentes. Je pense que c'est la meilleure approche, car vous devez être la réponse ambulante à une question économique posée de l'autre côté. Si vous avez en face de vous une entreprise qui est au bord du dépôt de bilan et que vous êtes un redresseur d'entreprise, on vous écoute. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui cherche une expansion de ses ventes et que vous êtes un bon commercial dans ce secteur-là, il vous écoute quand vous lui apportez une solution. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bon succès dans vos recherches et à vous rappeler, ayez des rapports directs avec moi, n'ayez pas peur de m'envoyer des emails ou de prendre contact. Je suis là pour vous aider. Ce n'est pas une conférence sur l'état des lieux du recrutement et du marché du travail. Il s'agit de vous aider à trouver le poste de vos rêves. Si vous ne le trouvez pas, il faudra refaire un plan B, et puis un plan C, et puis un plan D. Il y a beaucoup de voies. Il faut sortir de la boîte, il faut être créatif. Je réponds à Clément toujours. Si les rendez-vous ne viennent pas, il faut changer un des paramètres. Je pense à un cas où c'est la géographie qui change. Il faut se déplacer à Paris, parce que c'est à Paris que se trouvent tous les postes. Bon, dans une activité particulière. Dans un autre cas, ça va être changer de secteur. Prendre un secteur similaire, mais où vous avez les qualifications. J'espère que j'ai répondu à vos deux questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et une bonne continuation de vos recherches. Bonne journée.